Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal, dont voici les titres. Criminalité transfrontalière, banditisme, terrorisme. Le Togo et le Bénin se mettent ensemble pour relever des défis sécuritaires communs. Mais comment? Les ministres en charge de la sécurité des deux pays et les responsables des services de renseignement se concertent à Lomé depuis ce matin. L'économie togolaise a enregistré de bonnes performances ces dernières années. C'est ce qu'affirment des experts du Fonds monétaire international FMI à la fin d'une mission d'évaluation au Togo. Le rapport a découvert tout de suite dans ce journal. Et puis la filière cotonnière se lance un nouveau défi, celui de produire 200 000 tonnes de coton graines à l'horizon 2022. Un défi énorme qui nécessitera de nouvelles stratégies d'action que définissent les acteurs du secteur à Atakam. C'était là les titres de ce journal, mais avant, sachez que le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a reçu en audience ce matin une délégation de la Fédération internationale pour la planification familiale, conduite par Lucien Kouakou. Il est le directeur régional Afrique de la dite fédération. Ils ont évoqué ensemble des sujets de développement de la jeunesse, de développement durable et social et surtout le rôle du Parlement dans ce débat. Nous écoutons M. Kouakou au sorti de l'audience au micro de Ramdan Bassina. Nous venons d'avoir cette audience avec le président de l'Assemblée nationale pour discuter des questions de développement, notamment tout ce qui porte sur le capital humain, le développement portant sur le capital humain, notamment les jeunes. Vous savez qu'en 2017, les chefs d'État africains ont décidé que les deux sommets de l'Union africaine portent sur le dividende démographique. Et nous pensons que le législatif a son mot à dire. Et nous sommes venus justement humblement discuter de cet agenda avec nos partenaires de tous les jours, l'UNFPA et IPPF, pour que l'Assemblée nationale prenne le devant des choses, afin que les chefs d'État, en discutant ces questions-là, puissent mettre l'accent sur le capital humain. Et nous avons appris que son Excellence le chef de l'État a décrété son 3e mandat sur le social. Et nous pensons que c'est déjà prendre le devant des choses. Et c'est donc avec beaucoup de joie que nous avons discuté des choses qui pourraient permettre d'accélérer notre développement. On ne veut pas que l'Afrique soit encore à la traîne par rapport au développement durable, aux objectifs de développement durable. Donc en le faisant dès maintenant, nous impliquons tous les acteurs capables d'influencer les agendas. Donc c'est à ce titre que nous sommes venus et nous avons eu une oreille attentive. Nous sommes en face de quelqu'un qui connaît les questions de développement social et c'est avec plaisir que nous repartons avec un engagement fort de l'Assemblée nationale de soutenir les actions que mène l'association togolaise pour le bien-être familial au Togo, avec le soutien bien sûr de ses partenaires traditionnels, l'UNFPA et bien d'autres partenaires. Cérémonie de passation de commandement ce matin au 2e régiment d'infanterie d'Adi-Dogomé. Le lieutenant-colonel Tchakbera Passou a cédé sa place au lieutenant-colonel Simliwa Asso sous la direction du colonel Sogoyou Pacha, chef d'état-major de l'armée de terre. Le compte rendu avec Kwasiglé et Tchassinambaga. En recevant le drapeau, le lieutenant-colonel Simliwa Assor prend le commandement du 2e régiment d'infanterie d'Adi-Dogomé. Il incarne désormais le principe d'unité et de cohésion au sein de ce corps pour l'intérêt supérieur de la nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaissez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Simliwa Assor ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo.
L'autre temps fort de cette cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-colonel Simliwa Assor et son prédécesseur, le lieutenant-colonel Tchakebera Passou, est ce défilé qui marque la solennité de l'événement. Le lieutenant-colonel Simliwa Assor est breveté de l'école de guerre de Hambourg en Allemagne en 2015. Avant sa nomination, il était chargé du service général et chef du bureau emploi, organisation et instruction au régiment commando de la garde présidentielle. Sécurité toujours, le Togo et le Bénin unissent leurs forces pour lutter contre la criminalité et les menaces sécuritaires de tout genre. Pour cela, les ministres de la sécurité des deux pays et les responsables en charge des services de renseignement sont en concertation à Lomé. Les précisions avec Komlavi Dagan et Pierre Sesoupon. Le Togo et le Bénin engagés à renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Des chefs de service de sécurité des deux pays se sont donné rendez-vous à Lomé pour parler stratégie. Des stratégies afférentes à la sécurité publique, au service d'immigration, au renseignement, à la lutte anti-drogue et à la protection civile. La conclusion des échanges servira de jalon pour une coopération efficiente entre les institutions des deux pays en charge de la question. Nous nous sommes aperçus que les délinquants du Bénin résident dans les grands hôtels à Lomé et vice-versa. Les grands délinquants que vous cherchez à Lomé ici sont cachés quelque part à Cotonou. On s'est dit qu'il faut mettre un terme à ça. Après cette réunion, les bandits de toute nature auront l'insomnie. C'est donc un combat commun dont la finalité est de lutter efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes et de préserver la quiétude au sein des populations. Nous voulons rassurer nos populations. Nous voulons demander aux malfaiteurs de part et d'autre qu'il n'y aurait plus d'habits, il n'y aurait plus d'asile. Je commets le forfait au Bénin, je viens me reposer à Lomé, ou je commets le forfait à Lomé, je vais me reposer à Cotonou. Vous partez, on vous ramène. Vous commettez ici, venant du Bénin, on vous ramène. De l'autre côté, vous faites la même chose, on vous ramène. Il n'y a que ça pour assurer la quiétude à nos populations. Donc, rassurez-vous, désormais, avec le Bénin, il n'y a plus de frontières entre nos services. La situation sécuritaire dans la sous-région est de plus en plus inquiétante avec l'apparition de nouvelles formes de criminalité en lien avec le développement des techniques de l'information et de la communication. Le mémorandum qui sera issu de cette rencontre devra permettre aux forces de sécurité de mener à bien leur mission dans l'intérêt des deux pays. Économie à présent avec ses bons points pour le Togo. Des experts du FMI, Fonds monétaire international, en fin de mission d'évaluation dans notre pays, estiment que l'économie togolaise a enregistré de bonnes performances ces dernières années. Et c'était lors d'un point de presse auquel ont assisté Louis Cassi et Carmen Madjé à Kakbo. Voici leur reportage. L'économie togolaise va mieux selon une mission du Fonds monétaire international FMI en fin de séjour au Togo. Elle va mieux grâce à un bond réalisé dans deux secteurs d'activité, les investissements publics et l'agriculture. La croissance économique s'établit à 5,3% en 2015 et l'inflation à 1,8%. La baisse des prix des produits pétroliers en est pour quelque chose et la mission du FMI s'en réjouit. J'ai trouvé un bon engagement des autorités pour mettre en œuvre des mesures nécessaires pour la croissance de l'économie, pour une croissance inclusive et soutenable. Nous avons fait des recommandations, mais elles sont des recommandations déjà partagées, déjà mises en œuvre par les autorités. Le cadre macroéconomique inclut les investissements et les dépenses sociales. Comme j'ai mentionné, il y a PUDC et les PADV, ciblent le développement du pays. Donc le cadrage macroéconomique à moyen terme permet d'avancer le pays. À côté de ces avancées significatives, la dette publique s'est accrue selon le rapport de l'équipe du FMI. Elle est passée de 48,6%
du PIB en 2011 à 75,4% en 2015. Un taux largement supérieur au plafond de 70% fixé par la commission de l'UEMOA. La mission du FMI a souhaité que des mesures soient prises par les autorités du pays pour ramener la dette à un niveau viable. Et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, finance, elle, des évaluations d'un autre genre, celle sur l'environnement. Il est question, dans ce cas, de découvrir la stratégie environnementale de l'institution et les modalités d'accès aux fonds qu'elle alloue à cette cause. Des précisions avec Christine Petit-Kialoudé. Les modalités d'accès aux ressources de la finance climat ne sont pas souvent très bien connues des acteurs œuvrant dans le domaine. La BOAD veut les accompagner. Elle les forme sur les mécanismes d'accès aux ressources financières, puis sur les normes de sauvegarde sociale et de l'environnement. Nous allons formuler des projets pour le fonds vert. Et nous avons 3 projets au niveau de notre pipeline et le Togo a bien voulu nous choisir encore une fois comme entité. Je pense qu'il était nécessaire de communiquer avec toutes les parties prenantes sur comment accéder à ces ressources. La BOAD s'est dotée d'un ensemble d'outils visant à s'assurer de la prise en charge des dimensions sociales et environnementales dans les projets qui lui sont proposés. Depuis son accréditation aux principaux mécanismes financiers sur l'environnement, le Fonds pour l'adaptation, le Fonds pour l'environnement et le Fonds vert pour le climat, l'institution s'est employée à améliorer ses mécanismes de contrôle, ceci pour s'assurer que ces efforts financiers ne génèrent pas en retour des difficultés qui viendraient mettre en péril le processus de développement des pays. Une cinquantaine de journalistes est à l'école de la mise en œuvre de la norme ITIE 2016. Une session qui leur permettra de s'impliquer activement dans cette mise en œuvre au Togo en attendant la seconde évaluation du pays qui est située en 2017. Les précisions avec Esther Laclé. Le secteur extractif du Togo a été évalué pour la première fois en 2013. Il en ressort que le pays est conforme aux exigences de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Togo s'est particulièrement illustré sur les 51 pays mettant en œuvre l'ITIE et est qualifié de pays modèle. Un titre à préserver en avril 2017, date à laquelle le Togo subira une seconde évaluation. Et pour y arriver, les différentes parties prenantes s'approprient la norme ITIE 2016. Et ce sont les hommes de médias qui ouvrent la voie à cette série de formations. Les journalistes doivent relayer les organes de mise en œuvre sur le terrain. Chaque fois que nous divulguons les informations sur les résultats de la mise en œuvre de l'ITIE, les journalistes doivent prendre ces informations et les propager dans les milieux, à l'intérieur du pays. À partir de là, apporter des suggestions ou bien des contributions pour l'amélioration de la gouvernance du secteur extractif. Passer des rapports aux résultats de la mise en œuvre, c'est le leitmotiv de l'ITIE, une mise en œuvre impossible sans l'implication des parties prenantes. Une cinquantaine de journalistes de médias publics et privés participent donc à cette session de formation et la rencontre est appuyée par la BAD, Banque africaine de développement. Produire 200 000 tonnes de coton-graines à l'horizon 2022. Tel est l'objectif que se sont fixés la nouvelle société cotonnière du Togo et ses partenaires. Mais comment y parvenir quand on sait qu'aucune campagne n'a franchi le seuil des 115 000 tonnes? Les différents acteurs y réfléchissent depuis quelques jours à Atakpamé. Et sur place, la correspondance de Yves Agbevivi. Parcourir les axes stratégiques et les actions menées et à mener dans l'optique d'atteindre une production de 200 000 tonnes en 2022, voilà une des grandes articulations de la rencontre d'évaluation à mi-parcours de la vision stratégique de la filière cotonnière togolaise, stratégie adoptée en février 2013. 3 ans après, les acteurs constatent une stagnation de la production autour de 80 000 tonnes, d'où cette rencontre d'évaluation des producteurs et techniciens de la filière au niveau national, rencontre tenue à Atakpamé. Après 3 ou 4 grandes campagnes,
voyant que cette production ne stagne depuis la création de la NSCT qu'autour de 80 000 tonnes, que tous les acteurs puissent se retrouver pour donc une évaluation de cette vision stratégique. Laquelle évaluation permettra donc de voir qu'est-ce qui est d'abord à l'origine de cette stagnation de la production autour de 80 000 tonnes et quels sont les grands défis à relever pour booster cette production vers les 200 000 tonnes. Nous ne pouvons pas ne pas saisir cette occasion au prime abord pour remercier d'abord le chef de l'État, son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, qui d'abord nous a fait confiance pour que depuis ce 4 juillet passé, nous puissions avoir la direction générale de cette société. 150 acteurs ont pris part à cette rencontre placée sous le thème pour une accélération de l'évolution de la production à 200 000 tonnes de coton-graines à l'horizon 2022. Plusieurs exposés ont été présentés aux participants à cette évaluation qui a redéfini les stratégies pour l'atteinte des objectifs de la filière. Hors du Togo, le verdict est tombé en Côte d'Ivoire. Sans surprise, la réforme institutionnelle a été approuvée. Des Ivoiriens disent oui à 93% des suffrages exprimés à une troisième république. Une victoire écrasante, mais avec un taux de participation de seulement 42%. Santé maintenant, avec 2 publications qui inquiètent la planète. Le nombre de cancers chez les femmes pourrait exploser d'ici à 2030. Le cancer du sein en particulier pourrait tuer 5,5 millions d'entre elles chaque année dans le monde. Mais pour quelles raisons? Suivez les explications. De 60% du nombre de malades en moins de 20 ans. Plus de 3 500 000 femmes sont mortes d'un cancer en 2012 dans le monde, principalement d'un cancer du sein. Elles pourraient être 2 millions de plus en 2030. Et selon un autre rapport publié par la revue médicale The Lancet, le nombre de cas chez les femmes pourrait même doubler. En cause, l'augmentation de facteurs déjà connus, notamment le recul de l'âge de la maternité, le surpoids ou la sédentarité. Le cancer tue une femme sur 7 dans le monde, principalement dans les pays en développement. Reste aujourd'hui à accroître la prévention, dépistage, lutte contre le tabagisme et vaccination massive limitent considérablement le nombre de victimes. Et puis ce sont les sévices infligés aux femmes dans le Soudan du Sud qui sont au cœur du nouveau rapport onusien qui accable les casques bleus. Les soldats de la paix de la MINUS sont accusés de ne pas avoir protégé les civils lors des violences à Juba en juillet dernier. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a failli. Le rapport rendu public mardi par l'organisation est sans appel. La MINUS n'a pas répondu de manière efficace aux violences à cause d'un manque de commandement et de préparation au sein des différentes composantes de la mission. L'enquête a aussi mis en lumière le fait que les chaînes de décision et de contrôle étaient inadéquates, les casques bleus faisant preuve, je cite, d'une aversion au risque. Le commandant de la MINUS, le général kényan Johnson Mogoa Kimani Ondieki, a été limogé. Il incarne à lui seul l'échec de cette mission de maintien de la paix. En particulier entre le 8 et le 11 juillet dernier, lorsque des combats meurtriers font rage à Djouba entre les troupes du président Salva Kiir et celles de l'ex-chef rebelle et alors vice-président Riek Machar. Les casques bleus sont alors, selon le rapport onusien, réticents à user de la force pour protéger les civils. Les femmes notamment. Au moins 200 cas de viol ont été recensés pour ce seul mois de juillet à Djouba. Une situation dramatique qu'avait déjà documenté Human Rights Watch en août dernier. Dans un autre rapport, l'ONG avait décrit les risques que couraient, et que courent toujours, les femmes dès qu'elles s'aventurent à l'extérieur des camps de déplacés. Des camps censés être protégés par les casques bleus et où il n'y a souvent pas grand-chose à manger. La vie dans les camps est difficile, les gens ont faim. Le dernier recours pour les femmes, c'est d'aller trouver de la nourriture dehors, mais quand elles sont à l'extérieur du camp, elles se font violer. Depuis près de 3 ans et le début de la guerre civile, près de 200 000 déplacés ont trouvé refuge dans 6 camps onusiens répartis partout dans le pays.
Retour en page nationale pour vous signaler cette formation des éleveurs et conseillers agricoles au centre de recherche de l'ITRA à Kolokopé. Une formation qui doit les outiller à développer l'élevage du mouton Djalonké, une race de mouton introduite au Togo pour répondre aux besoins en produits carnés. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de ce mouton, le mouton Djalonké, et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce dossier reportage signé Yves Agbevi. Robustes et plus résistants aux conditions locales, les moutons Djalonké d'origine guinéenne sont élevés au centre de recherche agronomique Savanumide de Kolokopé. Ici, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA dispose de ces moutons importés, des ruminants que l'Institut met à la disposition des éleveurs togolais, une des solutions aux problèmes liés à l'insuffisance de produits carnés. Le mouton est bien adapté à son milieu, très trypano-tolérant, donc résiste dans son milieu et se développe bien aux conditions rudimentaires du milieu par rapport aux autres moutons dans les mêmes conditions. En plus de sa taille et son alimentation simple, le mouton Djalonké dispose d'un cycle de reproduction plus avantageux que le mouton ordinaire. Le mouton Djalonké est conduit au pâturage, donc il faut avoir le pâturage et l'amener pour au moins 8 heures du temps en pâturage et au retour du pâturage donner des compléments alimentaires tels que les tourteaux, les grains de coton. Le mouton Djalonké a une forme très robuste et dont le cycle est de 8 mois, donc on peut avoir 3 mises bas en 2 ans. Quelqu'un qui voudra peut venir acheter ce mâle-là qui a un bon format, aller mettre dans son troupeau. En vue d'une vulgarisation de l'espèce et durant 3 jours, 39 éleveurs et conseillers agricoles ont été initiés sur les itinéraires techniques, les critères de sélection et la tenue du cahier des bergeries des 10 moutons. L'objectif même du programme national au vin caprin, c'est de fournir les géniteurs aux élevages villageois pour améliorer leur élevage. Et depuis un certain temps, le programme national au vin caprin n'arrive pas à satisfaire ces besoins-là parce que leur capacité en termes de pâturage est saturée. Et il faut chercher d'autres solutions pour que les besoins sur le terrain soient satisfaits. C'est dans ce sens qu'on a pensé à la mise en place d'une base nationale de sélection de géniteurs en ciblant certains producteurs élites qui puissent accompagner le programme national au vin caprin. Les participants ont, à la fin de la formation, bénéficié d'un kit composé de balances, de boucles, de cahiers de bergerie, de pinces à boucles et des supports de la formation. En bref, sachez que le ministère des Postes et de l'économie numérique vient de lancer ce mercredi à Palimé un Wi-Fi public au bénéfice de la population de la dite localité. Il s'agit de ce projet du gouvernement togolais veut permettre à la population de Palimé d'avoir un accès facile à la connexion Internet pour tout besoin de communication. Ce Wi-Fi public est aussi une politique de proximité pour une meilleure vulgarisation de la connexion en vue de la modernisation de l'administration, parlant justement du e-gouvernement. Nous reviendrons plus en détail sur ce lancement officiel dans nos prochaines éditions. Pour la promotion de l'éducation pour tous, la Fondation Saint-Paul vient de doter l'école primaire publique de Palimé, Novici, Madjatom, d'un bâtiment scolaire de 3 classes équipées de tables-bancs. Ouvrage remis officiellement aux bénéficiaires cette semaine. Le compte rendu avec Clarisse Atticle. Ce don de bâtiments scolaires de 3 classes équipés de tables-bancs, d'un secrétariat et d'une direction dotée de mobilier de bureau a été précédé de l'ouverture d'une piste de désenclavement et de la réhabilitation d'une route donnant accès à l'école primaire publique Novici Mandiaton de Palimé. Le tout est évalué à plus de 50 millions de francs CFA. C'était une école qui était enclavée. Comme c'est une fondation, nous posons des actes pour apporter un plus à la population. L'éducation, c'est l'avenir de demain. Ce don de la Fondation Saint-Paul vient résoudre le problème d'infrastructure d'accueil dont souffre cette école. En dehors de ce don,
Un important lot de fournitures scolaires a été remis aux élèves nécessiteux de la dite localité. Donc ça fait 6 classes contre 18 que nous devons avoir normalement. Donc c'est un sentiment de grande joie qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Vous voyez toute la population très contente. Donc nous souhaitons encore des bâtiments. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs pour cet édifice et ont promis de veiller à son entretien. Une des richesses sur laquelle le Togo pourra compter, c'est bien sa culture. Le gisement est inépuisable et ces dernières années, une génération émergente de jeunes acteurs, de promoteurs culturels essaie de redonner vie à notre savoir-faire culturel. Ils sont nombreux chaque semaine à partir vers les pays d'outre-mer pour des prestations et la production est bien appréciée. Suivez ce dossier réalisé par Adolphe Paka. Un des gisements inépuisables que possède le Togo, c'est bien sa culture. Il n'y a pas de semaine que les artistes togolais ne partent pour des prestations à l'extérieur, notamment en France. Et cela s'explique facilement parce que la nature des relations historiques entre notre pays et la France explique la situation. Et les domaines en question, les domaines artistiques dans lesquels les artistes cherchent à aller en France sont multiples. Et le domaine du théâtre, le domaine du conte, le domaine de la fanfare, le domaine de la chorale, le domaine de la musique en général. Et toutes les semaines, nous recevons des dossiers. Le commerce extérieur du Togo est dominé par des produits miniers, à savoir le phosphate et le clinker. Depuis ces 5 dernières années, le Togo veut doper ses exportations en misant sur des produits agricoles. Dans ce secteur, le pays peut valoriser des produits de rente comme le coton, le café et le cacao. La production est de qualité et bien prisée sur le marché extérieur, ce qui encourage d'ailleurs l'État à y concéder de grands moyens pour insuffler un nouveau dynamisme à ces filières. Le Togo, pour s'affirmer au plan international, en l'occurrence dans ses liens historiques avec la France, peut compter sur les productions de l'esprit. La génération émergente des cinéastes, par exemple, entretient de très bonnes relations avec les distributeurs français. On sait que après toute une production vise toujours une rentabilité. Donc on entretient d'autres relations avec des distributeurs qui ont des contacts avec des chaînes de diffusion. Enfin, donc le distributeur français avec lequel moi je travaille, c'est Tifa. Donc on a été diffusé par notamment TV5 Europe, par Canal+, qui est une chaîne privée commerciale par excellence française. Il y a aussi des festivals, il y a plein de festivals en France qui nous accueillent. La troupe théâtrale Kadam Kadam vient de boucler en fin septembre une tournée de 2 semaines en territoire français. Nous apportons du théâtre, de la musique et de l'art plastique sur le territoire français. Et ces produits sont très bien accueillis. Nous avons déjà joué à Landrecy devant un public de plus de 300 personnes qui ont aimé le spectacle et qui ont émis le souhait de toujours accueillir des spectacles venant du Togo dès que le spectacle est prêt. Et nous avons eu la chance de rencontrer le maire qui a été disponible, qui nous a réitéré son attachement à nous fournir tous les papiers qui nous permettront de faciliter l'obtention du visa pour faire déplacer le produit vers l'Europe. Terre de sourires, de culture et de tradition, le Togo regorge une immense richesse artistique et touristique qui ne cesse de séduire l'étranger qui foule le sol togolais. On est arrivé justement en arrivée et nous avons une œuvre sociale pour des enfants du Chili, la sorte de film. Alors je cherche des petites choses pour vendre là-bas en bénéfice du Togo, des enfants des autres Togo. Et puis les sites touristiques comme la Tata Somba, unique en son genre, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, demeure aussi une référence, mieux un symbole qui révèle le Togo aux yeux du monde. C'est dire que la culture togolaise a également de beaux jours devant elle.
Sachez également que la première édition du tournoi international de la paix des sélections des centres de formation de football des moins de 17 ans d'Afrique a démarré. Et hier, en match d'ouverture au stade d'Agoué, la sélection 1 du Togo a perdu contre celle de la Guinée équatoriale par 1-0. Le récit avec Modeste Kouma. C'est ce but de Honorato Ungere à la 16e minute qui a permis à la sélection équato-guinéenne de battre la formation 1 du Togo dans ce match d'ouverture de 2 x 30 minutes. Un but derrière lequel les Togolais ont couru durant tout le reste du temps sans réussite. Ils ont vendangé beaucoup d'occasions, dont ce penalty. Ce n'est pas l'occasion de baisser les bras. On va se relever. On a encore une chance face au Bénin. On va gagner. Bon, techniquement, on n'était pas vraiment ça. On était un peu physiquement dessus sur eux. C'est ce qui a fait notre faveur cet après-midi. Mais nous allons essayer encore de travailler encore techniquement. En seconde rencontre, la sélection du Ghana a épinglé l'équipe 1 du Bénin sur le même score d'1-0. 6 équipes venues de 4 pays, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Guinée équatoriale, participent à cette première édition du tournoi international de la paix des sélections des centres de formation des moins de 17 ans d'Afrique. Nous avons un objectif assez clair, qui est celui d'aider au développement du football à la base à travers ce tournoi. Le deuxième objectif, n'est-ce pas, c'est un brassage de la jeunesse africaine. La compétition prend fin dimanche prochain où 3 trophées seront remis aux meilleurs. Et samedi prochain sera le premier samedi du mois de novembre. Et à cet effet, le gouvernement informe la population togolaise que l'opération Togo Propre aura lieu de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Et le gouvernement invite à cet effet toutes les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs cantons, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement de villages et de quartiers, les associations de protection de l'environnement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération devenue désormais une tradition. Les responsables des administrations publiques et privées sont également priés de mobiliser leurs agents afin de contribuer au succès de cette journée. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. C'est Edem Sousoukpor qui vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.